Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la responsabilité. Avant de commencer, je voulais revenir sur la vidéo précédente, seulement pour vous dire qu'en fait c'était simplement une vidéo test. Je voulais seulement voir si le concept allait intéresser. Donc j'ai vu que c'était bien le cas, d'ailleurs je vous remercie pour vos encouragements et aussi vos conseils pour m'aider à améliorer le format surtout de la vidéo. Comme vous allez le voir, je vais utiliser beaucoup plus de schémas dans celle-ci, des schémas qui seront téléchargeables afin que ce soit encore plus clair et compréhensible. La vidéo va se diviser en deux parties mais différemment de la précédente, c'est-à-dire j'abandonne les mots croisés mais je les publierai peut-être 1 ou 2 fois par semaine sur Facebook. À la place, tout d'abord, le cours, bien évidemment, en l'occurrence ici, distinguer responsabilité civile, pénale, administrative et disciplinaire. Et en deuxième partie, je vais vous poser quelques questions, des mini-cas pratiques en quelque sorte. Vous pourrez me répondre soit par commentaire sur YouTube, soit sur Facebook, en message privé ou par commentaire. Et je posterai la solution au tout début de la prochaine vidéo. En préparant cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait quelques a priori. Tout d'abord, sur les conditions permettant d'engager la responsabilité, on a tendance à dire qu'il faut une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux, mais c'est faux. Je suis d'accord pour le lien de causalité et le dommage, mais il ne faut pas une faute, tout simplement, car il existe des cas de responsabilité sans faute. En bref, si vous voulez préciser que la faute est une des conditions permettant d'engager la responsabilité, veillez à ce que vous soyez face à une responsabilité pour faute et non sans faute, et la démarche sera à mon sens plus juste. Donc ce n'est pas une faute qu'il faut, mais un fait générateur imputable au fautif. Retenez ça, fait générateur imputable au fautif, lien de causalité et dommage. Et seconde remarque, c'est que notamment sur Internet, on a tendance à lire concernant les cas de force majeure qui peuvent exonérer la responsabilité, que les 3 critères sont irrésistibilité, imprévisibilité et extériorité. Or là aussi c'est faux, il n'y a que 2 critères retenus par la jurisprudence, l'imprévisibilité et l'irrésistibilité. Donc vous oubliez l'extériorité. Alors bien sûr, si votre chargé de TD vous dit qu'il faut qu'il y ait l'extériorité et que c'est lui qui vous corrige, je vous laisse deviner. On commence sur la responsabilité civile. La responsabilité civile se divise en 2 cas. La responsabilité civile contractuelle et la responsabilité civile délictuelle. Comment savoir si on est face à une responsabilité civile contractuelle ou délictuelle? C'est très simple. Il y a une question simple à se poser. C'est est-ce qu'il y a un contrat entre les parties? Si oui, la responsabilité est contractuelle, sinon la responsabilité est délictuelle. Alors, facile à dire, un exemple. Admettons, je suis acheteur d'une maison. Je dois passer devant chez le notaire. Le notaire, au titre de sa profession, doit respecter certaines obligations fondamentales comme une obligation d'information. Par exemple, si ma maison est en zone inondable, il va devoir me dire que la maison est située en zone inondable. Sinon, il pourra engager sa responsabilité civile professionnelle. Maintenant, est-ce que cette responsabilité civile professionnelle est contractuelle ou délictuelle? Comme je vous disais, on se pose la question, est-ce qu'il y a un contrat entre les parties? Est-ce qu'il y a un contrat entre le notaire et moi? La réponse est oui, donc la responsabilité du notaire sera contractuelle. Maintenant, admettons que pour X raisons, le manquement à l'obligation d'information du notaire cause également un dommage à un voisin. On n'essaye pas d'être rationnel, on suppose. À ce moment-là, on se pose toujours la question, est-ce qu'il y a un contrat entre les parties, c'est-à-dire entre le notaire et le voisin? La réponse est non, donc la responsabilité est à ce moment-là délictuelle. Donc vous voyez bien que pour un même fait générateur imputable au fautif, et non pour une même faute, ou faute professionnelle en l'occurrence, la responsabilité peut à la fois être contractuelle et délictuelle. Tout dépend de l'intérêt qui est lésé. Et enfin, comme vous le remarquez, la responsabilité délictuelle, ici, ne se limite pas au cas de dommages corporels par exemple, puisqu'en licence, on a souvent tendance à étudier le cas des VTM, les accidents de la circulation, ou le pot de fleurs qui tombe sur la tête du piéton. Maintenant, certaines situations peuvent prêter à hésitation ou à confusion. Si on est dans une phase pré-contractuelle, la responsabilité est contractuelle ou délictuelle? La réponse est que c'est une responsabilité délictuelle dans la phase pré-contractuelle. Maintenant, deuxième situation qui peut prêter à confusion, on est dans le cadre d'une chaîne de contrats ou d'un groupe de contrats. La responsabilité est-elle contractuelle ou délictuelle?
Eh bien, elle est délictuelle depuis un arrêt d'assemblée plénière de 1991, l'arrêt Bess. Passons donc tout d'abord à la responsabilité civile contractuelle. On va devoir faire référence à l'article 1147 du Code civil. Les conditions pour engager cette responsabilité sont, comme l'article le précise, une inexécution de l'obligation ou un retard dans cette exécution. Le débiteur est alors condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts. Cette condamnation est justifiée par le fait que les conventions, c'est-à-dire les contrats, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles doivent donc être respectées par les parties au contrat. Ceci est l'article 1134 du Code civil. Attention par contre, on peut avoir tendance à confondre les dommages et intérêts de la responsabilité civile contractuelle et ceux de la responsabilité civile délictuelle. Admettons, X signe un contrat avec Y, mais X n'exécute pas son obligation. Alors sur le fondement de 1147, il devra verser des dommages et intérêts à Y. Mais on ne peut pas dire sa responsabilité contractuelle est engagée sur le fondement de l'article 1147 et on lui verse des dommages et intérêts sur l'article 1382. Maintenant, quelles sont les sanctions en cas de responsabilité civile contractuelle avérée? Eh bien, tout dépend si l'obligation contractuelle peut encore être exécutée ou non. Si elle peut encore être exécutée, le créancier va pouvoir demander au juge à ce que le débiteur soit forcé à cette exécution. C'est ce qu'on appelle l'exécution forcée. Donc dans ce contexte-là, il ne va pas demander à n'importe quel juge, mais au juge de l'exécution, qui est compétent en matière de voie d'exécution. Si par contre l'obligation contractuelle ne peut plus être exécutée, la partie défaillante au contrat va devoir alors réparer par équivalent sous forme de dommages et intérêts. Le montant de ces dommages et intérêts sera apprécié par le juge du fond, c'est-à-dire soit le juge de première instance, soit le juge d'appel, au regard du principe de réparation intégrale. Qu'est-ce que ça veut dire le principe de réparation intégrale? C'est qu'on doit réparer tout le préjudice, mais seulement le préjudice, on ne doit pas s'enrichir. Second point, passons à la responsabilité civile délictuelle. On peut aussi l'appeler responsabilité civile extra-contractuelle, mais on trouve plus souvent le terme de responsabilité délictuelle. Les fondements juridiques sont les articles 1382 et suivants du Code civil. Les articles 1382 et 1383 sont des cas de responsabilité pour faute. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement qu'il y a une espèce de présomption d'innocence en fait, même si on l'entend plus dans le domaine pénal. Une responsabilité pour faute, ça veut dire qu'on va devoir prouver la faute afin que la responsabilité soit retenue. Par contre, pour les articles 1384 à 1386, on est dans le cadre d'une présomption de responsabilité. Donc il y a une responsabilité présumée, une espèce de présomption de culpabilité et non plus de présomption d'innocence. Et on va devoir prouver à ce moment-là qu'on n'est pas responsable. Les articles 1382 et 1383 font état d'une responsabilité de son propre fait. Cela peut être volontaire ou non, négligence ou imprudence. Ensuite, il y a une responsabilité du fait d'autrui. On est responsable des personnes dont on répond. Ça peut être la responsabilité des parents du fait de leurs enfants, celle des maîtres du fait de leurs domestiques, des instituteurs du fait de leurs élèves, celle des commettants du fait de leurs préposés, ou encore des artisans du fait de leurs apprentis. Mais ces cas de responsabilité délictuelle du fait d'autrui ne sont pas limitatifs. En effet, on va prendre pour exemple la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur. En fait, la condition pour que la responsabilité des parents soit retenue à la place de celle de l'enfant, c'est que ceux-ci exercent l'autorité parentale. Si cette autorité parentale a été retirée par décision de justice, à ce moment-là, ce ne sera plus la responsabilité des parents. Mais si l'autorité parentale a été retirée par une décision de justice, c'est en principe que le mineur a été placé dans un centre spécialisé. Et si ce centre exerce non pas l'autorité parentale, mais organise en fait le mode de vie de ce mineur, c'est lui qui va être responsable. Mais on ne va pas utiliser la responsabilité des parents pour retenir la responsabilité du centre. On va seulement utiliser le cas général de la responsabilité du fait d'autrui.
De plus, en pratique, au cours d'un procès, les parties, l'avocat va avoir tendance à cumuler les fondements afin d'augmenter en quelque sorte ses chances de convaincre le juge. Donc pour un même litige, il va par exemple utiliser non seulement la responsabilité personnelle du mineur, mais aussi la responsabilité des parents, voire, si les conditions de fait s'y prêtent, la responsabilité générale du fait d'autrui. Ensuite, on a également une responsabilité du fait des choses. Si le gardien de cette chose en a bien l'usage, le contrôle et la direction. C'est l'article 1384, alinéa 1, qui fait état de cette responsabilité. On est responsable au titre de notre statut de gardien. Donc si on n'est pas gardien, on ne peut pas être responsable. À partir de l'article 1386-1, on trouve d'autres cas de responsabilité, notamment la responsabilité du fait des produits défectueux. Mais attention, la responsabilité civile délictuelle ne doit pas être confondue avec la responsabilité pénale. Ce n'est pas parce qu'on entend délictuel, qui peut nous faire penser à contravention, délit, crime et donc au droit pénal, que c'est effectivement une responsabilité pénale. La responsabilité délictuelle est une responsabilité civile. Responsabilité civile délictuelle. Enfin, pour terminer sur la responsabilité civile, on en a parlé au tout début, la responsabilité civile professionnelle. Ne voyez pas ça comme un troisième cas de responsabilité avec la contractuelle et la délictuelle. La responsabilité civile professionnelle est bien une sous-division de ces responsabilités principales, contractuelles et délictuelles, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans mon exemple avec le notaire, la responsabilité civile professionnelle du notaire peut être contractuelle mais aussi délictuelle. La responsabilité pénale ensuite. La différence avec la responsabilité civile, c'est qu'on va non pas chercher à réparer un intérêt particulier, mais à réparer l'intérêt général. En civil, on prononce des dommages et intérêts, mais en pénal, on prononce une amende et une peine d'emprisonnement. On peut avoir aussi d'autres peines, comme par exemple les travaux d'intérêt généraux, mais le plus important et le plus connu, donc ce sont l'amende. Avant la loi du 10 juillet 2000, on disait, il y avait un adage, c'était « le pénal tient le civil en l'état ». Cela voulait dire que le juge civil ne pouvait pas se prononcer avant que le juge pénal ne se prononce, sur une même affaire donc. Puisque pour une même affaire, l'intérêt de la partie, de la victime, est que le juge statue à la fois au pénal mais aussi au civil. Au pénal, pour voir la victime condamnée, d'ailleurs c'est le ministère public qui dans la plupart des cas va poursuivre lui-même, c'est-à-dire donc l'État qui va poursuivre lui-même le délinquant, et d'autre part, il y a la victime qui va vouloir obtenir réparation, des dommages et intérêts. En fait, plus précisément, le pénal tenait le civil, mais aussi le commercial et le prud'homal en l'état. Mais depuis cette loi du 10 juillet 2000, le pénal ne tient plus le civil en l'état pour les fautes non intentionnelles. Vous le retrouvez à l'article 4-1 du Code de procédure pénale, et le juge civil va pouvoir se prononcer sur des fautes non intentionnelles avant la décision du juge pénal. Mais attention, si le juge pénal s'est prononcé et que cette décision devient irrévocable, c'est-à-dire non susceptible de recours, à ce moment-là, il y a autorité de la chose jugée du pénal sur le civil. Cette responsabilité pénale peut être personnelle, mais il peut aussi y avoir une responsabilité pénale du fait d'autrui qui peut être soit indirecte, soit directe. Qu'est-ce qu'une responsabilité pénale du fait d'autrui indirecte? Il existe plusieurs cas. Par exemple, la transmissibilité des amendes aux héritiers. Si la condamnation a été définitive avant la mort de l'auteur ou du complice de l'infraction, la dette va alors être transmise aux héritiers. Autre cas, la solidarité des amendes, puisque le Code de procédure pénale prévoit qu'une juridiction pénale a la possibilité d'ordonner que la personne condamnée à une amende soit tenue solidairement des amendes infligées à ses co-auteurs ou complices. Mais cette solidarité n'est possible que pour les crimes, les délits et les contraventions de 5e classe. La somme totale des amendes est exigible pour chacun des condamnés et celui qui a payé la totalité de la somme dispose d'un recours contre les autres. Autre cas, la garantie civile du paiement des amendes. Par exemple, lorsqu'un salarié dans l'exercice de ses fonctions a commis une infraction au code de la route
et a été condamné à une amende, donc avec le véhicule professionnel, le tribunal va pouvoir décider qu'une partie ou que la totalité de l'amende devra être payée par l'employeur. Ensuite, on peut avoir une responsabilité pénale directe du fait d'autrui. Donc il y a des cas légaux et des cas jurisprudentiels. Pour les cas légaux, on a par exemple celui dans lequel le directeur d'une publication de presse est responsable des infractions de diffamation et d'atteinte à la vie privée commises par un journaliste. La publicité illicite pour le tabac dans la presse engage aussi la responsabilité du directeur de la publication. Enfin, la responsabilité pénale peut être reconnue à une personne morale si l'infraction a été commise pour le compte de cette personne morale et par le représentant ou le dirigeant de cette personne morale. Passons maintenant à la responsabilité administrative, c'est-à-dire la responsabilité de l'État. La responsabilité de l'État peut être contractuelle ou délictuelle. Si la responsabilité de l'État est dite contractuelle, c'est par exemple le cas où celui-ci n'exécute pas son obligation contractuelle, par exemple dans le cadre d'un marché public. Maintenant, c'est plus compliqué si la responsabilité de l'État est extra-contractuelle. Si elle est extra-contractuelle, il peut s'agir soit d'une responsabilité pour faute, soit d'une responsabilité sans faute, ou responsabilité objective. En cas de responsabilité pour faute, une faute simple suffit dans la plupart des cas pour engager la responsabilité de l'État. Exemple, la responsabilité du fisc, des hôpitaux, etc. Mais une faute lourde peut également être exigée dans certaines situations. C'est notamment le cas pour toutes les activités qui touchent aux juridictions judiciaires ou administratives. La responsabilité sans faute va pouvoir être retenue donc s'il y a une responsabilité pour risque. Cela concerne les choses ou activités dangereuses. Exemple, un détenu avec permission de sortie. S'il cause un dommage à un individu, cet individu pourra engager la responsabilité sans faute de l'État pour risque. Deuxième cas de responsabilité sans faute, c'est ce qu'on appelle une responsabilité pour rupture d'égalité devant les charges publiques. Deux exemples, la responsabilité pour dommage permanent de travaux publics. Deux exemples, on peut avoir une responsabilité pour dommage permanent de travaux publics. Admettons, ce sont des travaux publics qui occasionnent des dommages pour les voisins, résultant de l'exécution de ces travaux, ou bien même de l'existence ou du fonctionnement d'ouvrages publics. À ce moment-là, la responsabilité de l'État va pouvoir être engagée sur ce fondement. Autre cas, la responsabilité de l'État du fait des lois ou des conventions internationales. Admettons qu'une directive de l'Union européenne vienne imposer aux États d'interdire la commercialisation d'une substance. Mais si une société commerciale n'existe que du fait de la commercialisation de cette substance, c'est l'exemple de l'arrêt du Conseil d'État du 14 janvier 1938, Société La Fleurette, qui marque cette responsabilité. En l'espèce, on a une interdiction de la gradine qui fait peser une charge reconnue comme grave et spéciale sur la société à cause de l'État. L'État doit donc indemniser. Enfin, la responsabilité de l'État peut également se substituer à la responsabilité personnelle d'un de ses représentants. Exemple, un instituteur au sein d'un lycée public, seulement public et non privé, va pouvoir bénéficier de cette substitution et l'État devra indemniser à la place de l'instituteur. Enfin, la responsabilité disciplinaire, ça va être plus court. Elle intervient au sein d'une profession. C'est la profession qui, du fait de la faute professionnelle d'un de ses représentants, va pouvoir prendre des sanctions à son égard. Par exemple, dans la fonction publique, il y a l'avertissement, l'exclusion temporaire, puis l'exclusion définitive. Pour un avocat, il y a tout d'abord l'avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire et aussi la radiation. Autre terme pour la responsabilité disciplinaire, si la profession est organisée en un ordre, comme l'ordre des médecins ou l'ordre des avocats, on peut également parler de responsabilité ordinale. Voilà, j'espère que cela vous a éclairé et que notamment les schémas vous serviront. N'oubliez pas qu'ils sont téléchargeables. Maintenant, on va passer au cas pratique. Comme je vous le disais, vous
pouvez me répondre soit en commentaire sur YouTube, soit en commentaire sur Facebook ou par message privé sur Facebook. Et je dévoilerai la réponse au tout début de la prochaine vidéo. Pour chacun des cas pratiques qui va suivre, la question qui se pose est de savoir quel type de responsabilité peut être engagée et contre qui. Premier cas pratique, un avocat soustrait frauduleusement le dossier d'un de ses confrères. Cela a pour conséquence que ce dernier ne peut interjeter appel dans les délais qui lui sont impartis. Deuxième cas pratique. En rentrant de l'école, le jeune Mani se fait renverser par un vélo qui circulait sur le trottoir. Le jeune garçon se relève, sonné, descend du trottoir, fait quelques pas et tombe dans un égout. La plaque avait été retirée, mais aucune signalisation n'avait été installée. Troisième cas pratique. Le cuisinier d'une école publique est en fait un cannibale, et il a décidé qu'aujourd'hui les enfants auraient à manger sa victime de la veille. Or, le problème c'est que tous les enfants font une espèce d'allergie et tous décèdent.